intervention suivante qui va du coup parler des interventions par le professeur Marie-Maude Geoffrey, donc, qui est professeur associé à l'Université Lyon 1, pédopsychiatre et chef de service de l'unité de neurodéveloppement du Vinatier. Et donc, voilà, je lui laisse la parole. Bien, bonjour à tous, en tout cas à tous ceux que je n'ai pas salués. C'est d'autant plus le temps passe au cours de la journée, plus on voit des très belles présentations, plus c'est forcément plus anxiogène de savoir si on va encore captiver votre attention. Merci Pierre d'ailleurs d'avoir parlé d'attention. Qui peut avoir encore un petit peu d'attention à cette heure-ci? Ah, bon, petite réponse, ok, merci. Donc moi, Shamsine m'a demandé de parler d'un sujet sur lequel je suis depuis 15 ans. Je suis arrivée jeune interne, donc dans un milieu plutôt psychanalyste, en tout cas pédopsychiatrique français, avec une culture forte effectivement de la psychanalyse. Des organisations de soins qui, venant d'un milieu d'ailleurs agricole, je dis quelquefois, il y a beaucoup de champs de vignes, etc., très droit, je ne comprenais pas tout. Et j'ai eu la chance de finir mon internat de psychiatrie chez Laurent Motron, donc de bien connaître l'autisme. Et quand je suis revenue en France, effectivement, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et entre-temps, j'étais passée aux États-Unis, j'avais rencontré Sally Rogers qui a développé un des modèles que peut-être vous connaissez, le modèle d'intervention précoce de Denver. Et donc, j'ai mis en place ce modèle. Mais pour moi, ce qui était hyper important, c'était d'évaluer les résultats de ma pratique. Ça a toujours été une obsession, je pense, depuis 15 ans, savoir si ce que je fais est efficace ou pas. Et je dis toujours à mes équipes, si on prouve que c'est vraiment pas efficace, on changera. J'ai des super équipes et je tiens à les remercier. J'ai croisé un d'eux qui, malheureusement, a dû partir pour des raisons familiales à Paris, mais que j'espère je reverrai un jour. Voilà, donc des interventions. Je vais peut-être vous paraître des fois un peu sévère. Je vous présente ce qu'on sait aujourd'hui de l'efficacité des interventions. Je vous dis, je suis depuis 15 ans dessus. Je suis arrivée avec mon petit manuel sur le CATTP à l'époque. J'ai dit aux éducs qu'on va faire ça maintenant. Ils m'ont suivi, j'ai eu des financements pour des RCT, etc. Et aujourd'hui, je fais d'autres RCT sur d'autres méthodes pour vraiment évaluer sur les preuves dans l'intervention précoce. Juste une aparté, je sais qu'il y a souvent des discussions sur le fait qu'on ne peut pas évaluer l'efficacité d'une intervention précoce. Une intervention précoce, ce n'est pas comme tester un médicament. Un médicament, vous pouvez avoir des placebos qui ressemblent exactement au traitement que vous allez tester. Et il y a un groupe qui est tiré au sort qui va prendre cette gélule qui est parfaitement identique comme ça visuellement à l'autre et qui contiendra le médicament testé versus un placebo. En intervention, on ne peut pas faire ça. Les parents, si ce n'est les enfants, savent forcément que l'on leur propose une intervention de tel et tel type. Donc c'est très difficile de proposer, et puis ça ne serait même pas éthique de faire semblant, on pourrait dire. Donc il y a un énorme biais, puisque les gens savent qu'est-ce qu'on évalue, et forcément, si vous y croyez beaucoup, on a eu une satisfaction très importante de la part des parents sur ce type d'intervention, forcément, ça les induit à se dire que c'est positif pour leur enfant, et ils vont avoir des retours positifs si on leur fait passer des échelles. Donc il faut trouver d'autres moyens d'évaluer pour essayer d'être le plus neutre possible. Il y a toute une littérature, c'est sur quoi je voulais appuyer, ça s'appelle les interventions complexes, c'est-à-dire des interventions comme les nôtres. On va vers les enfants, on va chercher à interagir de telle façon, de leur apprendre certains comportements, etc. Tout ce qui peut être fait, que ce soit de l'inclusion sportive, tout type d'intervention qui est qui est complexe et qui n'est pas simplement donné, même si c'est pas si simple non plus, donner un tel et tel traitement, fait partie de la littérature des interventions complexes. Et il y a toute une littérature pour évaluer ces fameuses interventions complexes. Donc oui, on peut les évaluer, même si c'est très demandeur, très long. Écoutez, pour vous contextualiser un petit peu là où je suis, donc moi je suis de Lyon, et il y a 5 ans de ça, on a eu la chance d'avoir une direction qui nous a suivis sur une énorme restructuration de l'ensemble des centres médico-psychologiques de Lyon. Et donc centres médico-psychologiques, qui, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est en France, donc des centres de santé publics auxquels on peut accéder, quelles que soient finalement les difficultés développementales ou psychiques de votre enfant.
Donc on a entièrement revu notre offre de soins et on a transformé notamment entièrement tous les hôpitaux de jour qu'on avait. Donc j'inclus dans les CMP les hôpitaux de jour, mais on avait aussi des hôpitaux de jour, on en avait 4, qui ont été entièrement transformés pour créer le service Sunrise, service universitaire en neurodéveloppement et intervention, ainsi que réhabilitation. Donc tous ces moyens ont été transformés pour faire des sortes de CESAD, bon, avec des moyens qui sont quand même moins conséquents que le CESAD, puisque nous, on est du service public et pas médico-social, et on est en nombre illimité de prise en charge. Donc on reçoit à peu près 2500 enfants sur le service Sunrise, sur l'ensemble de la métropole de Lyon, avec 70 ETP à peu près. Et cette restructuration a également amené quelque chose qui aide, j'imagine, les enfants et leurs parents avec des troubles du spectre de l'autisme et d'autres troubles neurodéveloppementaux, mais aussi beaucoup d'autres enfants et adolescents qui ont des troubles psychiques, etc. On a développé une plateforme, la plateforme d'orientation des premières demandes. Et pourquoi j'y tenais autant ? D'abord parce que j'étais persuadée que ça permettrait d'aider à prioriser les demandes, à informer les usagers correctement et les envoyer là ou là selon où il y a le plus de possibilités. Et puis aussi d'évaluer très tôt les troubles neurodéveloppementaux, puisque j'étais bien formée à ça. Donc j'ai des équipes, une hotline, si vous voulez, téléphonique, avec un médecin sur place qui peut rencontrer les situations quand vraiment par téléphone c'est pas possible, mais les infirmières on systématiquement pose des questions sur le développement et très rapidement, on sait si on est plutôt dans du neurodéveloppement ou plutôt dans des troubles psychiques. Personne ne rentre complètement dans une case, qu'on soit bien d'accord, mais comme je dis toujours, il faut bien commencer à prendre la pelote de laine avec des nœuds par un premier nœud. Voilà, donc on rentre à Lyon en pédopsychiatrie beaucoup via cette plateforme POP et ensuite vous allez sur un des services selon vos difficultés. Alors l'intervention spécifique et les preuves scientifiques, où est-ce qu'on en est ? Alors il est relativement démontré, je ne reviendrai pas sur ce sujet, mais on peut en tout cas partir de l'hypothèse qu'effectivement, et c'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais très jeune interne, donc je me suis dit, bon ça c'est super, donc la place du sanitaire, la place des pédopsychiatres qui commençaient à être déjà très remise en question il y a 15 ans en France, du fait de pratiques psychanalystes de la part de certains, c'était il fallait agir précocement. Donc je m'étais dit, voilà, oui, effectivement, intervenir précocement sur des petits dysfonctionnements pour espérer qu'effectivement, il n'y ait pas un effet en cascade de ces dysfonctionnements. Après, vous avez des tas d'interventions, énormément d'interventions qui se sont développées au cours des 20 dernières années. Et vous avez soit des interventions focales, comme l'orthophonie, qui va plus particulièrement chercher à agir sur le développement des interactions sociales ou du langage. Le PACT, dont on reparlera, le programme d'accompagnement à la communication de l'enfant avec autisme, qui a donc été développé par Jonathan Green et Catherine Aldred à Manchester, en Angleterre, qui initialement est développé par une orthophoniste, donc c'est beaucoup un travail sur les interactions sociales, mais ça reste assez ciblé. C'est un travail sur la synchronie parent-enfant. Le programme Jasper, dont on entend parler aussi actuellement, etc. Enfin, actuellement, ça fait 20 ans qu'il est un des programmes qui a beaucoup été évalué. Et puis les interventions globales, qui, il y a 15 ans, allaient juste être recommandées, avec les nouvelles recommandations à l'époque HAS en 2010. Et là, donc, on disait 15 heures, 20 heures, 25 heures, 24 heures par semaine d'intervention, avec des modèles. Grosso modo, on a un peu 2 types de modèles. C'était les modèles type ABA, classique, on va dire, donc de l'intervention comportementale intensive précoce, et puis tous les NDBI, qui sont les interventions comportementales et développementales qui sont faites en contexte. Donc c'est un ensemble d'interventions qui utilisent les principes de l'ABA, mais ne vont pas l'appliquer de façon aussi stricte, et surtout, ils vont l'appliquer en milieu naturel, au cours de jeux, de routines qui sont habituels chez le très jeune enfant. Et puis également basés sur des approches développementales. Donc les approches développementales, c'est tout ce qui est de l'ordre de Piaget, etc., pour ceux qui connaissent, mais c'est avant tout que l'enfant se développe dans la relation, dans une relation avec l'autre dyadique. Donc un ensemble de modèles qui se sont développés là autour. Donc vous avez le modèle de Denver, à début précoce, vous avez le Pivotal Response Training qui ressemble beaucoup au modèle de Denver, vous avez le VBABA, etc. Vous avez tout un article de Schreiman sur le sujet.
Et puis ce qu'on voit dans ces interventions, que ce soit focale ou globale, c'est depuis longtemps, hein, depuis 40 ans, du coup les parents, l'idée c'était de leur transmettre un certain nombre de techniques qu'on utilisait avec l'enfant dans l'intervention et qu'ils puissent aussi l'utiliser à la maison. Et très vite, comme on a mis en place par exemple le modèle de Denver à Lyon, très vite, nous, on travaille avec des vraies familles, j'ai envie de dire, en tout cas des familles de tous bords. Pour certaines, on trouvait ça très très difficile, en tout cas, de leur transmettre des techniques. Hein. Une maman à qui vous dites essayez de dire moins de mots, et que jamais elle dit moins de mots. Alors après, vous essayez de la filmer, vous lui dites regardez, est-ce que vous dire moins de mots. Donc petit à petit, les équipes d'elles-mêmes essayaient de trouver des techniques pour transmettre. Et puis, on s'est, de fil en aiguille, beaucoup intéressé aux guidances parentales spécifiques. Donc là, vous avez vraiment des modèles qui se sont développés pour les parents et pour transmettre aux parents certaines techniques. Donc, ils ont inclus la science de l'enseignement, de l'apprentissage pour les adultes, on va dire, quelque part. Et vous avez, par exemple, donc, le PACT, qui en fait partie, hein, qui est un modèle la thérapie de la Preschool Autism Communication Therapy, je ne sais jamais le dire en français. En tout cas, cette thérapie qui cible l'amélioration de la réciprocité parent-enfant, le développement de l'attention conjointe, etc. C'est vraiment une thérapie que le professionnel va apprendre et qui va lui permettre de guider les parents. Donc, il va guider les parents à partir de vidéos, donc c'est le vidéo feedback, et le parent va, lui, mettre en place lui-même la thérapie à la maison. J'ai un peu fait rapidement, je suis avancée rapidement sur cette slide, mais quand on dit guidance parentale, ça inclut tout ce qui est psychoéducation, la pérédance familiale, parce que c'est d'autant plus intéressant de faire de la psychoéducation avec des parents qui sont passés par ce chemin-là, du coping, des techniques aussi de coping ou d'acceptation de la CT. Donc ça, c'est plutôt de l'information qu'on va donner aux parents. Mais les thérapies médiées par les parents, c'est vraiment des thérapies dans lesquelles le parent devient thérapeute à certains moments de la journée pour son enfant. Donc on a aussi pas mal développé une thérapie qu'on appelle Ruby. C'est le nom en fait du réseau scientifique qui a développé ce modèle aux États-Unis, avec Karen Bierce. Et là, en fait, c'est toutes les techniques ABA qui ont vraiment été mis dans un manuel pour aider les professionnels à guider les parents. Moi, ça m'a beaucoup aidé à guider les professionnels, puisque j'ai dû quand même sortir des professionnels qui n'étaient absolument pas formés à tout ce qui est ABA, etc. Donc, on a dû les former. Et c'était une guidance. Donc, on les formait à cette guidance, mais en même temps, ça nous permettait de les former à l'ABA aussi, et de leur montrer l'intérêt. Il y a beaucoup de vidéos dans ce modèle de Ruby pour montrer les apprentissages en action. Enfin, comment on peut gérer une crise, par exemple, de colère d'une façon ou d'une autre, et quel va être le résultat de renforcer une crise de colère ou au contraire de la gérer en faisant une extinction. Donc, dans ces thérapies médiées par les parents ont un rôle clé. Donc, c'est ce que je vous disais, vous allez les former. Vous pouvez soit les former, donc c'est toujours du vidéo feedback, hein, le PACT, les parents, soit on les filme nous-mêmes, soit on va leur demander de nous envoyer des vidéos une vidéo de 10 minutes ou des petites vidéos dans lesquelles ils sont en train de jouer naturellement avec leur enfant. Ça peut être assez déconcertant comme thérapie quand vous connaissez très bien tout ce qui est ABA, etc. Moi, j'ai mis ça en place avec des professionnels qui étaient très formés à l'ESDM, donc ils connaissaient bien l'ABA aussi. En fait, nous, ça nous a vraiment parlé parce que ce qu'on a observé, c'est quand on forme les familles tout de suite à de l'ABA, du coup, ils vont avoir beaucoup de mal à justement mettre en place des routines, et ce qui, dans l'ESDM, est la base et ce qui va renforcer l'enfant. Donc, ça nous parlait beaucoup de mettre en place le pacte, et qui, effectivement, de façon très scientifique, a été évalué dans l'équipe de Jonathan Green. Ils ont même essayé de le diffuser au Pakistan, en Inde, etc. Ils ont plusieurs fois montré les résultats ils ont obtenu des résultats dans différentes populations et ont été très honnêtes sur les résultats qu'ils publiaient, y compris certains résultats négatifs.
Donc voilà, là actuellement on a un autre RCT, une autre étude randomisée contrôlée où on évalue le pacte uniquement par visioconférence. Donc les professionnels ne sont jamais amenés à rencontrer les parents. Ça dans l'idée de pouvoir aider des parents qui sont loin de centres qui proposent ce genre de thérapie. Alors comme je vous le disais, mon obsession c'était quand même d'évaluer si il y avait une efficacité dans ce que je faisais, parce que bon, c'est beaucoup du blabla, comme vous le savez, les psys, même les pédopsychiatres. Donc, j'ai mis en place au tout début cette première étude randomisée contrôlée qui est sortie dans le BMJ Mental Health, dans laquelle on avait 180 enfants. Donc, il y en avait 60 qui recevaient 12 heures par semaine de Denver, et les autres recevaient ce qu'on propose habituellement en France, c'est-à-dire en général un peu d'orthophonie, des enfants qui avaient moins de 3 ans à l'inclusion. Donc, le groupe contrôle recevait en général un peu d'orthophonie, de la psychomote et quelquefois d'autres thérapies. Bon, je pourrais vous en parler longuement, mais effectivement, il y a une publication. On ne trouvait aucune différence significative quand on fait des analyses très propres et qu'on est honnête. Voilà. Après, en regardant, on peut se dire, tiens, il y a peut-être des tendances. Effectivement, il y avait une tendance sur... notamment à la Vineland, sur l'amélioration dans la communication. Mais une fois de plus, la Vineland, c'est rempli par les parents. Enfin, en tout cas, on se base sur ce que disent les parents, et les parents savaient qu'ils avaient du Denver. Et comme ils étaient très contents d'avoir du Denver, parce que vous avez une méga équipe enthousiaste qui fait jouer votre enfant 12 heures par semaine hyper bien, de façon structurée, forcément, on se doute qu'il peut y avoir un biais. La BOSC, qui est un outil qui est dérivé de la DOS, n'était pas significatif quand on ajustait, c'est-à-dire quand on ajustait sur les critères de départ, sur l'âge de l'enfant, sur son niveau à la BOSC initialement, etc. Mais on voyait une petite tendance. Donc voilà, on refait des analyses quand même pour voir. Ce qui nous intéresserait, c'est de savoir quels sont les enfants qui en ont le plus bénéficié. Mais après, pour vraiment obtenir cette réponse, il faut en fait plutôt aller vers des méta-analyses. Donc là, je vous présente très brièvement, et sans rentrer dans les détails méthodologiques, parce que c'est complexe, des méta-analyses. Donc les méta-analyses, vous prenez toutes les études qui ont été relativement bien faites dans le monde, et une étude bien faite, c'est une étude qui a au moins un groupe contrôle, c'est-à-dire vous aviez un groupe qui avait l'intervention qu'on essaye de tester, et un autre groupe qui est contrôle. Plus ou moins randomisé. Alors après, vous pouvez... plus ou moins classifier vos études. Donc, la base, c'est qu'ils prenaient toutes les études qui étaient au moins contrôlées. Donc, vous voyez qu'il y avait 252 études. Ils prenaient tous les enfants qui avaient moins de 8 ans. Ça leur faisait 13 000 participants en tout. Et ils avaient classé les interventions. Donc, quand on est sur des interventions comportementales, type ABA assez classique, on voit que ça pouvait amener une certaine amélioration des comportements difficiles et du fonctionnement un petit peu socio-émotionnel. On est toujours sur des effets quand même assez modéré, ce qui veut dire que globalement, en moyenne, vous avez un effet modéré. Mais derrière ça, ça cache le fait qu'il y a des enfants qui n'ont eu absolument aucun effet, et puis d'autres qui ont peut-être eu un bien meilleur effet avec cette thérapie. Pareil, après les interventions développementales, on pouvait montrer qu'il y avait une certaine amélioration de la communication sociale. Et puis les NDBI, donc je vous ai déjà parlé, avec le modèle de Denver, et puis le PRT, etc. Donc là, il y avait des effets significatifs sur le comportement adaptatif, le langage, le jeu, la communication sociale. Quand vous prenez plus que les résultats qui ont été évalués de façon relativement objective, c'est-à-dire sans l'appui des parents, pas que le point de vue des parents ne soit pas important, loin de là, il est important, mais c'est sûr qu'il est beaucoup plus subjectif et qui doit être adossé à d'autres évaluations. Quand vous preniez donc des observations uniquement comme la BOSC ou la DOS, il n'y a plus que les NDBI qui ressortent avec un effet sur la communication sociale et certains traits autistiques. Et puis plus vous avancez et que vous prenez que les études qui ont vraiment très très peu de biais sur le plan scientifique, voilà, enfin, plus les effets sont assez modérés. Une autre étude faite sur cette même analyse, méta-analyse, montrait qu'il n'y avait pas d'effet de l'intensité, donc il reprenait que les NDBI cette fois-ci, puisqu'on montre que globalement, ça ressort dans beaucoup de la littérature, les NDBI, donc pas tout ce qui est ABA classique, mais plutôt tout ce qui est adapté et ce qui se fait en milieu naturel, contexte plus écologique. Donc ils ont repris toutes ces études, ils ont regardé est-ce qu'il y avait un effet de l'intensité. Donc, vous savez, on a dit il faut faire 20 heures, 24 heures. Voilà. Puis il y a ceux qui n'ont que de la guidance parentale. Alors, eux, c'est
c'est une demi-heure, 1 heure tous les 15 jours, et puis vous vous débrouillez à la maison. J'ironise. Donc du coup, qu'est-ce qui est le mieux? Là, en tout cas, dans une étude de cette ampleur, dans une méta-analyse de cette ampleur, il peut y avoir des biais. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui on ne trouve pas d'effet qu'il n'y en a pas. On ne trouvait pas d'effet sur l'intensité. Et il faut bien se souvenir qu'on cherche dans ce genre de méta-analyse à savoir si ces interventions spécialisées pour lesquelles on forme nos professionnels, etc., est-ce que ça avait plus d'effet que ce que fait le groupe contrôle? Mais ce qui est difficile souvent, c'est qu'on a une vague idée de ce que fait le groupe contrôle, mais il ne fait pas rien en général. Je vous en parle maintenant, je crois que je voulais en parler après, mais je me souviens toujours d'une AVS, une femme, je sais pas, d'une 40aine d'années qui était devenue AESH. Elle n'avait pas spécialement de formation, et elle s'était elle-même formée, et je l'avais vue elle avait passé un DU sur l'autisme, et elle avait dû faire un mémoire, mais c'était d'une finesse. Elle s'était vraiment mise à la hauteur de cet enfant, elle l'avait suivi. Elle a fait une analyse fine, assez pragmatique, à l'école, avec ce qu'il pouvait faire, le matériel qu'il aimait, etc. Et puis, elle avait pu, comme ça, finalement, se mettre des petits objectifs et l'amener plus loin. En parallèle, elle avait lu de la littérature, donc loin de moi l'idée qu'il ne faut pas du tout mettre en place des techniques spécifiques. Mais en tout cas, ce n'est pas la peine d'avoir des guerres sur les techniques dites spécifiques. Il n'y avait pas non plus d'effet du type d'intervenant, c'est-à-dire que ce soit le parent, comme dans les guidances parentales qui interviennent, ou les éduques, on ne retrouvait pas d'effet de l'âge, on parle beaucoup d'intervention précoce, ni le langage. Une fois de plus, dans les sciences, comme l'a déjà dit Thomas aussi, ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas de résultats aujourd'hui qu'on n'en trouvera pas demain, mais en tout cas là, c'est vraiment les meilleures méta-analyses qu'on ait pu avoir récemment dans la littérature. Ce qui était important et ce qui ressort dans toute la littérature, c'est qu'on part du principe que prendre en charge un enfant autiste, lui fait faire des petits jeux, des petits exercices, ça ne peut pas lui faire de mal. Jamais, ou très rarement, on évalue les effets secondaires et potentiellement néfastes pour les enfants. Donc ça, c'est très peu suivi. Aujourd'hui, on le dit, c'est dit dans la littérature, et c'est très important pour n'importe quelle intervention, d'évaluer si ça ne peut pas être trop fatigant, si ça ne va pas aggraver l'enfant finalement, etc. Voilà, c'est forcément, on s'occupe d'un enfant, on cherche à s'occuper de lui, donc on ne pourrait pas être néfaste. Ce qui était important pour moi par rapport à l'étude qu'on a menée là en Europe, c'est Crank, dans cet article, n'avait pas pu faire d'analyse sur le niveau de sévérité. C'est-à-dire qu'il n'avait pas pu, du fait du manque de résultats sur ce niveau-là, du fait de l'absence de diversité de la population qui était testée, il n'avait pas pu dire si l'autisme sévère, finalement, on avait autant de résultats que dans l'autisme moins sévère. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces enfants-là, ils sont exclus les plus sévères, tout simplement. Ça, c'est intéressant. J'étais au congrès de IMFAR, l'International Society for Autism, à Melbourne dernièrement, et ça ressort énormément. Donc, il y a un article qui est sorti dans le Lancet avec Catherine Lord et Tony Sharman. Aujourd'hui, ça y est, les États-Unis se disent non, il y a même des associations qui se créent. Ah oui, au fait, l'autisme profond, ça existe. Et puis, ce n'est pas un ou deux autismes. Ça dépend des populations, ça dépend comment vous faites vos évaluations, etc. Mais c'est 30 ou 40% quand même, selon certaines études. Donc, c'est des enfants qui ont très peu de langage, à 8-10 ans, qui nécessitent un soutien important et durable et qui ont un QI, souvent on ne peut pas les évaluer, ou très mal, donc du coup ils ont un QI inférieur à 50. Mais le plus important, c'est un enfant que vous ne pouvez pas laisser seul pour aller acheter votre baguette de pain. Il y a des très belles vidéos que je vous invite à regarder sur Autism Speaks au sujet de profond autisme. Alors tout le mouvement de la neurodiversité et de l'intervention précoce, est-ce que c'est antinomique finalement? La neurodiversité, c'est que on est tous différents. Et puis, il y a l'autisme, le TDAH, que ça. Et puis, il y a le petit autre au milieu. Pour voir beaucoup d'enfants, et pas que des enfants autistes, effectivement, alors on a des enfants qui, en tout cas, ont un traitement de la réalité qui est quand même très interrogeant. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre la réalité et l'imaginaire. Ça arrive, certains enfants, ce n'est pas les plus fréquents. Moi, je me dis aussi, on parlait d'anxiété, mais pourquoi l'anxiété? Il y a des gens qui naissent très anxieux. Pourquoi on ne dirait pas que c'est aussi un trouble neurodéveloppemental? Donc finalement, en tout cas, il y a tout ce mouvement qui dit mais on est comme ça et tout le monde peut apporter quelque chose à cette société.
Alors, il y a un très bon article de Cathy Leadbeater, qui travaille avec Jonathan Green d'ailleurs, sur est-ce que c'est incompatible, neurodiversité et intervention précoce. Non, ce n'est pas incompatible si on dépasse une approche normative, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour que les enfants deviennent comme les autres. Donc ça change tous les critères d'évaluation qu'il y a pu y avoir dans la science. On va privilégier, ça veut dire qu'on peut privilégier aussi beaucoup plus le bien-être de l'enfant et la bientraitance, comme vous disiez. Privilégier l'adéquation entre l'enfant et son environnement, le respect des trajectoires développementales, de privilégier aussi les stratégies d'autorégulation de l'enfant, comme l'autostimulation, les écolalis, etc. Et donc, ils excluent dans ce type de mouvement toute intervention qui viserait à diminuer, par exemple, des stéréotypies et prise en compte des priorités définies par les personnes autistes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au milieu de tout ça? Je finis rapidement. Je dirais, comme ça a déjà été dit ce matin, aller vers des pratiques pragmatiques, éducatives, oui, et ça, vous prêchez une convaincue, hein, je sais que des fois on se dit, non mais alors lui, on ne fera jamais rien, et en fait, si, ils sont surprenants. Même quand une équipe connaît bien un enfant, une équipe spécialisée, c'est très intéressant de faire venir quelqu'un de l'extérieur, de l'évaluer avec quelqu'un d'autre, et là, il peut se révéler avec vraiment d'autres pratiques. On voit bien dans les écoles le nombre de fois où les parents nous disent oh, « mais la maîtresse, il m'a dit qu'il savait lire, il sait lire des mots ». Donc aller vers des pratiques éducatives, oui, en tout cas pragmatiques, inclusives et respectueuses. Je finis là-dessus. On dit que oui, tous ces enfants avec TSA, avec déficit intellectuel, avec un trouble du développement intellectuel, ils ont, c'est tout ce dont a parlé Thomas ou d'autres personnes, mais une atypicité dans le développement cérébral, pré, péri, postnatal. On a tous un développement, c'est surtout, ça reste des enfants avant tout. On voit aussi beaucoup de mouvements actuellement, je trouve, d'exclusion. Si on dit que quelqu'un est autiste, alors là, il ne fait plus partie d'aucun programme de soins possible. Parce qu'il faudrait des thérapies spécifiques, ou voilà, on ne pourrait plus le traiter comme un être humain. Le développement, il a ses obstacles facilitateurs, et tout ça pour vous dire que, de mon point de vue de pédopsychiatre, en tout cas, qui cherche vraiment des techniques qui pourraient améliorer le bien-être, améliorer le bien-être des parents aussi, etc., c'est surtout déjà, parce qu'on voit beaucoup d'enfants malheureusement qui sont sans IME, et qui en relèveraient vraiment, alors vous l'appelez IME, vous l'appelez école inclusive, vous l'adossez aux écoles, ce qui serait génial, etc. Mais au moins qu'ils aient droit, comme les autres, à une famille qui les accompagne dans leur développement et qui les guide, et une crèche, une école, des activités extrascolaires, parce que n'importe quel enfant a besoin d'être stimulé, d'être dans un environnement social riche, alors certes pour nos enfants, souvent avec des aménagements, mais qu'ils y aient droit et qu'ils ne soient pas tout seuls à la maison avec des parents qui sont épuisés, qui reviennent nous voir en nous disant qu'il y a des troubles du comportement et on est obligé de mettre des traitements qu'on n'aime pas spécialement mettre. Développer donc des lieux friendly atypicity, développer des lieux de socialisation et d'éducation pour tous, du répit pour les personnes concernées, guider les parents, enseignants, éducateurs et institutions. Quel monde génial si tout le monde s'interrogeait sur ce que son prochain est capable de comprendre. Là, si je te fais un pointage, tu comprends. Si je te dis assis-toi, si je te dis assis la princesse, voilà, qu'est-ce qu'il va comprendre? Avec des techniques issues de l'expérience, avec des enfants TSA, parce que finalement, il y a tous ces petits noms dont je vous ai parlé là, mais quand vous êtes vraiment dans le champ, il y a quand même des mainstream, il y a quand même des choses que, en tant que praticien qui voit des enfants tous les jours, c'est évident. Bien évidemment que je ne vois même pas ce que la psychanalyse pourrait faire là au milieu. Guider chaque citoyen à respecter la neurodiversité et développer des pratiques inclusives. Alors juste, Amandine parlera de sport et autisme, donc je ne vais pas dévoiler le sujet. Par contre, vous avez Hacker, qu'a développé Nicolas Petit, qui est orthophoniste, et c'est un projet assez génial, c'est le chœur choral comme métaphore de la neurodiversité. Je vous avouerai, quand il m'a présenté ça, moi qui essaye d'introduire l'évidence-based pratique à l'hôpital, je me suis dit, ça y est, ça recommence. Et donc, là, non, en fait, c'est pas du tout ça. C'est quelques soignants, mais aussi beaucoup de personnes qui sont tout à fait typiques. Une chef de chœur, qui est également normalement typique, mais on n'est jamais très sûr, qui se regroupe avec d'autres personnes qui sont plus atypiques, qui ont des TSA, qui ont des troubles du développement.
Et ils chantent tous ensemble. Les concerts sont absolument géniaux. Et ils vont également dans les écoles, auprès des lycéens. Donc là, il faut une première formation à la neurodiversité aux lycéens. Et ensuite, les lycéens ont droit de participer au concert, d'écouter le concert et de rejoindre l'année d'après, s'ils le souhaitent, le chœur. Merci à tous. Merci Marie-Maude, merci beaucoup. Je peux témoigner de l'activité de Marie-Maude Geoffrey et Pierre Fournoret sur le secteur de Lyon dans l'intervention. Bien sûr, c'est pas toujours facile et il y a beaucoup de listes d'attente, il y a beaucoup d'enfants qui sont en difficulté pour avoir des interventions, mais en tout cas, on a un secteur sanitaire qui se mobilise, qui fait de son mieux, et c'est vrai qu'il y a un vrai travail aussi entre le médico-social et le sanitaire, et ça, c'est un autre point clé de l'intervention. Merci beaucoup Marie-Maude.